ça marche. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc, expression écrite à la maison, pour les mêmes raisons qu'il y a quelques jours, hier et avant-hier. Fidèle au poste, quoi qu'il arrive, il faut réussir à travailler, à avancer. Alors, aujourd'hui, nous allons voir des expressions françaises. Qu'est-ce que c'est une expression française? C'est une expression imagée, une métaphore, quelque chose de familier, de commun, pas de vulgaire, pas de grossier, mais comme dans toutes les langues, il y a des images où on utilise les animaux, les métiers, les parties du corps, etc., pour donner une impression, une description, une explication rapide et efficace. Donc on va essayer de voir ces expressions ensemble. Vous avez, je l'espère, le document avec vous. Ça fait 4 pages. Je vais écrire un petit peu parce que j'ai enfin trouvé un lecteur, un logiciel qui ne soit pas en miroir comme sur le iMac, c'est-à-dire que quand je vais écrire, ça sera à l'endroit et pas à l'envers comme avant-hier pour le cours d'abécédaire lexical. Alors, couper la poire en deux. La première, couper la poire en deux. Alors, on pourrait penser immédiatement à une idée de partage, partager quelque chose avec quelqu'un. Oui, mais pas au sens forcément très positif, c'est-à-dire que ce qu'on va partager avec quelqu'un, ce qu'on va couper en deux, c'est souvent ce sont des frais. Couper la poire en deux, c'est partager une charge, partager des frais, partager l'addition au restaurant. Couper la poire en deux, ça va pas être je te donne la moitié de ce que j'ai. Ça pourrait, mais c'est pas dans ce sens-là que c'est principalement utilisé. C'est surtout pour payer quelque chose. On coupe la poire en deux. Bon, ça c'est facile et vous le retrouverez souvent aussi. Vous pouvez l'entendre chez les Français, jeunes ou moins jeunes, à propos de quelque chose, au McDo, n'importe où. Parole d'évangile. Alors, les évangiles, l'évangile ou les évangiles, c'est tiré de la Bible. Vous allez voir qu'il y a énormément de citations de la Bible. Donc, c'est d'une certaine façon le livre, Bible ça veut dire livre, on en a déjà parlé, le livre saint. On dit aussi les saintes écritures. Les saintes écritures, avec la liaison. Les saintes écritures. Donc, puisque ce sont de saintes écritures, puisque c'est un livre saint, puisque c'est la Bible, quand on dit parole d'évangile, eh bien c'est vrai. Une parole d'évangile, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'absolument fiable, d'absolument validé par le temps, par l'excellence, par la sincérité, la foi, etc. Donc quand on vous dit ces paroles d'évangile, ça veut dire que c'est même pas la peine de discuter, c'est même pas la peine de chercher. C'est bon. Poser un lapin, on en a déjà parlé, c'était encore une fois dans J'attendrai le suivant. Et je crois me souvenir qu'en chinois c'était Fangkezhe ou quelque chose dans ce goût-là, c'est-à-dire qu'on échangeait les lapins contre des pigeons. Mais l'idée reste la même, c'est-à-dire que poser un lapin, c'est donner un rendez-vous à quelqu'un et ne pas y aller. Ou alors on nous donne un rendez-vous et on n'y va pas, auquel cas on se fait poser un lapin. Poser un lapin. Un bâton rompu. Un bâton rompu, étrange, je ne vois pas ce que les bâtons viennent faire là-dedans. Rompu, ça voudrait dire cassé. Ça veut dire que on discute, c'est une conversation, une discussion à bâton rompu, ça veut dire qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suivi, c'est pas cohérent, on n'est pas en train de discuter longuement d'un sujet. On évoque la météo, le temps qu'il fait, et puis et toi, quand est-ce que tu pars en vacances? Tiens, qu'est-ce qu'on mange? Ça c'est à bâton rompu, ça part dans tous les sens. T'as vu Macron, t'as vu la manif, la grève, etc. Donc un bâton rompu, c'est quelque chose qui est rompu tout le temps, qui n'a pas de suivi. À bride abattue. Alors à bride abattue, là on est à cheval.
Quand on fait du cheval, le lien qu'on tient dans les mains pour freiner à cheval, ça s'appelle une bride. Si la bride est abattue, c'est-à-dire quasiment lâchée sur le cou du cheval, alors ça veut dire qu'on va très très vite. On ne retient plus rien du cheval, on va à fond, à fond, à fond, à fond. Donc la bride abattue, ça veut dire aller très vite. À dormir debout. En fait, l'expression, ce serait une histoire à dormir debout. Une histoire à dormir debout, c'est une histoire qu'on a beaucoup de mal à croire. Quelqu'un vous raconte que, par exemple, un étudiant arrive arrive très très en retard, et alors que tout le monde est arrivé à l'heure et qu'il n'y avait aucun problème de métro cette fois-ci, aucun problème de RER, et il nous explique que sur sa ligne, alors qu'en fait, tout le monde sait bien que c'est pas possible. Ce jour-là, ça n'est pas possible. Donc ça, c'est une histoire à dormir debout. Ou alors, j'ai eu une fuite de gaz, la police est venue, je n'ai pas pu venir. Enfin, quelque chose qui n'est pas crédible. Une histoire à dormir debout, on n'arrive pas à y croire. À fleur de peau. Fleur de peau, c'est être à fleur de peau, c'est être extrêmement sensible, extrêmement nerveux. On dit avoir les nerfs à fleur de peau. C'est-à-dire quelqu'un qui s'emporte vite, qui s'énerve vite, qui est souvent énervé, agacé, qui supporte pas grand-chose. Avoir les nerfs à fleur de peau. À fleur, c'est quelqu'un qui est électrique d'une certaine façon. À tombeau ouvert. Alors là, on quitte le cheval. Encore qu'on pourrait aussi être à cheval, mais on l'utilise surtout en voiture. En voiture, quand on roule très très vite et surtout dangereusement. Un tombeau, c'est la tombe, c'est là où on enterre les morts, dans le cercueil, le trou. Le tombeau, c'est le trou. Et si on roule à tombeau ouvert, c'est qu'on prend tellement de risques que ça va mal finir, on va se retrouver au cimetière. Donc ne roulez pas à tombeau ouvert. On croit toujours qu'on est pressé, mais si on y réfléchit 2 secondes, on n'est pas si pressé que ça. À vue de nez, au pif. Le pif, c'est le nez en langage très familier, au pifomètre, comme si c'était un élément de mesure, les longs nez. Hein. À vue de nez, c'est-à-dire sans éléments définis, sans mesure, sans centimètres, sans poids, sans référence, comme ça. À vue de nez, je dirais à vue de nez, comme ça, en regardant le soleil, je dirais qu'il est 10h30. À vue de nez, comme ça. Sans information précise, définie, rationnelle, au feeling, à vue de nez. À pied d'œuvre. Alors, l'œuvre, on en a parlé, je crois, hier. Quand est-ce qu'on en a parlé d'œuvre? Oui, je ne sais plus au bout d'un moment. L'œuvre, c'est le travail. Une œuvre, c'est pas forcément un livre ou un opéra ou un film. Une œuvre, c'est un maçon, quand il a monté son mur, un maçon, quand il a construit un mur, eh bien, il a réalisé son œuvre. Donc, être à pied d'œuvre, c'est être prêt au travail. Aujourd'hui, j'étais à pied d'œuvre à 8h. Je suis arrivé à 8h, prêt à travailler, j'étais à pied d'œuvre. Vous êtes à pied d'œuvre en arrivant en cours, dès que vous vous asseyez, dès que vous êtes tourné vers le tableau, vous êtes à pied d'œuvre. On pourrait dire au pied de l'œuvre. À l'emporte-pièce. Alors un emporte-pièce, c'est un outil, au départ. C'est un outil qui retire quelque chose d'une plus grande partie. Par exemple, si vous faites un gâteau, si vous faites une tarte, si vous avez une pâte à tarte étalée sur la table, et que vous prenez une petite forme, un petit sapin, puisque c'est Noël, pour le faire cuire à part, etc. C'est un emporte-pièce, cet outil-là. Mais à l'emporte-pièce, ça veut dire comme ça, sans réfléchir.
quelque chose qui manque peut-être de réflexion, quelque chose qui est trop rapide, qui est trop spontané. À l'emporte-pièce, ce serait un peu péjoratif. C'est-à-dire, si on fait quelque chose à l'emporte-pièce, il vaut mieux ne pas se tromper parce que sinon les autres vont nous tomber dessus en disant ouais, mais t'as fait des trucs à l'emporte-pièce, t'as pas réfléchi. Non, non, non. Bon. Au creux de la vague, vous vous souvenez de la vague? La vague, c'est la mer, on fait du surf dessus. Quand on est au creux de la vague, on est tout proche du fond, on n'avance plus. Hein, être au creux de la vague, c'est-à-dire être dans une mauvaise période de sa vie. On est, quand on est en haut de la vague, pardon, quand on est en haut de la vague, eh bien, on est porté par le courant, on va descendre et prendre de la vitesse, mais peut-être remonter, mais si on ne remonte pas, qu'on reste au creux de la vague, alors là, ça ne va pas du tout. Quand on est au creux de la vague, c'est que les choses ne fonctionnent pas. Si vous êtes, par exemple, vous êtes étudiant, vous êtes entre 2 années, dans une espèce d'indécision, vous ne savez pas si vous allez aller dans telle ou telle école, rentrer en Chine, rester en France, vous êtes au creux de la vague. Au pied levé. Au pied levé, c'est un peu comme à l'emporte-pièce. Au pied levé, c'est-à-dire comme ça, spontanément. Il y a une grève des trains, il y a une grève des transports, il n'y a plus de moyens d'être présent en cours. Eh bien, au pied levé, allez, hop, on fait une vidéo. Au pied levé, comme ça, sans préparation. C'est important de savoir réagir dans les situations, c'est important d'être réactif. Réactif, réaction, et réaction, ça va avec, c'est la suite de action. Action, réaction. Il se passe quelque chose, je réagis, le verbe c'est réagir, être réactif, action, réaction, agir, réagir. Page 2. Page 2. Au royaume ou au pays des aveugles, les borgnes sont rois. J'imagine qu'il doit y avoir la même expression en chinois, c'est-à-dire que si tout le monde est aveugle, eh bien celui qui n'a qu'un œil, eh bien, c'est le roi, c'est celui qui voit beaucoup plus que les autres. C'est une expression péjorative en fait. Péjorative. Péjoratif, péjorative. Différent de mélioratif. Péjoratif, ça veut dire c'est négatif. Alors pourquoi est-ce que c'est négatif? C'est parce que quelqu'un croit quelque chose, il est persuadé que c'est bien, que c'est vrai, etc. Ça ne l'est pas. Mais il est en train de s'adresser à des gens qui en savent encore moins que lui. C'est-à-dire que le borgne, celui qui n'a qu'un œil, qui ne voit pas très bien, donc, s'il s'adresse à des aveugles, il va donner l'impression d'être un savant, ou dans tous les cas, quelqu'un d'éclairé, quelqu'un qui voit très très bien. Or, il n'a qu'un œil. Donc, s'il est le roi au royaume des aveugles, il est quand même un infirme, ou en tous les cas, quelqu'un qui voit mal, là où les gens ont leurs 2 yeux. Donc, on comprend bien que ce borgne, il a intérêt à s'adresser à des aveugles qui ne voient pas, donc on est bien d'accord, plutôt qu'à des gens qui ont leurs 2 yeux, peut-être des lunettes et peut-être une vision certainement beaucoup plus développée que la sienne. Donc quand on dit au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, c'est que quelqu'un est en train de parler de quelque chose, en train d'exposer un principe, et qu'il est suivi uniquement parce que les autres sont aveugles. Ok? Avoir les dents longues, un peu comme le loup, oui, on dit un loup aussi.
Avoir les dents longues, c'est avoir beaucoup, beaucoup d'ambition. Là où elle a les dents longues, ça veut dire, oula, elle ira loin. Elle a les dents longues. Elle envisage de faire une grande carrière. Ok, avoir les dents longues. En dessous, on a le risque, quand on a les dents longues. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Je crois qu'on en a déjà parlé. Avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est envisager quelque chose, que ce soit à manger, à boire, à faire, un voyage, de longues études, quelque chose qui va demander de se dépasser, de se surpasser. On va essayer, mais ça ne marchera pas, parce que les yeux ont voulu quelque chose, mais le ventre, il est plein, très vite. Donc si on s'en tient à la nourriture, vous vous servez une énorme assiette de pâtes, et à la moitié, vous dites j'en peux plus. Voilà, c'est ça, avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est vouloir faire quelque chose qui dépasse ses possibilités. Faire quelque chose qui dépasse ses possibilités. Avoir plusieurs cordes à son arc. C'est très bien d'avoir un arc. Ça permet d'envoyer sa flèche vers une cible. Si vous avez plusieurs cordes, vous aurez plusieurs flèches. Donc là, on est en train de parler de quelqu'un qui sait faire plusieurs choses, qui n'est pas limité à un domaine, qui sait écrire, parler, danser, monter à cheval, construire une maison et traverser le pays, un désert en moto, je dis n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. Avoir plusieurs cordes à son arc, c'est savoir faire plusieurs choses avec une compétence égale. C'est ça qui est important. C'est pas seulement bricoler des trucs, c'est savoir faire plusieurs choses, savoir faire. Avoir un poil dans la main, de ce côté-là, dans la paume de la main. Un poil dans la main, quelqu'un qui a un poil dans la main, ben, c'est quelqu'un qui ne se sert pas de ses mains. Si vous avez un poil dans la main et que vous travaillez, vous allez perdre ce poil. Ce poil va tomber, il va être arraché. Regardez nos mains comme l'intérieur est très lisse, c'est parce qu'on s'en sert tout le temps. Si quelqu'un qui a un poil, c'est quelqu'un qui ne se sert pas de ses mains, donc quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui est feignant. Alors, feignant, il y a deux orthographes, feignant ou fainéant. Alors, fainéant, c'est assez marrant parce que le néant, c'est zéro. Il fait néant, il ne fait rien. Et feignant, c'est peut-être un glissement sémantique populaire. Un feignant, une feignante. Un fainéant, ça c'est fainéant, il ne fait rien. Donc, avoir un poil dans la main, on va même plus loin. Parfois, on dit il a un poil dans la main tellement long, ce poil, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il l'a, qu'il pourrait s'en servir comme d'une canne. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Ce n'est pas ma tasse de thé. Alors, ma tasse de thé, c'est ce que j'aime. C'est quelque chose qui me convient, qui me parle, ce sont mes valeurs, c'est quelque chose qui m'est familier, que j'apprécie. Donc quand on dit c'est pas ma tasse de thé, eh bien non, c'est une manière polie de dire j'apprécie pas trop. Non, merci, sans façon. C'est la Bérésina. Alors là, la Bérésina, on va du côté de Napoléon. La Bérésina, c'est une petite rivière, pas bien grande, une petite rivière russe. Et quand Napoléon, en 1800, peut-être 60, non, bien avant, en 1815 ou par là, à vérifier, a essayé d'envahir la Russie, c'est-à-dire d'étendre l'empire français napoléonien au-delà de Moscou, eh bien les Russes les ont laissés s'enfoncer dans la Russie en plein hiver. Ça, c'était une erreur stratégique monumentale de la part de Napoléon. On n'attaque pas la Russie l'hiver, parce qu'on est dans un désert de glace. Et quand ils sont arrivés à Moscou, les Russes ont mis le feu à la ville. Et sont partis.
de l'autre côté, vers l'est. Donc, Napoléon et ses hommes se sont retrouvés face à des ruines avec rien dedans, ni à manger, ni à boire, ni rien. Donc, ils ont dit, bon, bah ok, on rentre. Et ils ont essayé de rentrer en France. Et là, ils se sont fait vraiment prendre par le cœur de l'hiver, moins 30, moins 40, et ils ont dû à un moment traverser une rivière qui s'appelle la Bérésina, qui était couverte de glace, mais la glace a cédé, a craqué, a lâché sous le poids des chevaux, et une grande partie de l'armée napoléonienne a disparu, a péri dans cette rivière, dans la glace, dans le froid, dans des conditions terribles. Donc quand on dit c'est la Bérésina, c'est vraiment grave. Quand on dit c'est la Bérésina, ça veut dire c'est foutu, c'est la défaite la plus totale. Il n'y aura pas de survivants. On ne pourra pas s'en sortir. La Bérésina, c'est foutu. Alors, par extension, c'est devenu l'expression de la défaite. On peut entendre la Bérésina si jamais l'équipe de France de foot, comme c'est arrivé une fois, perd 1-0 contre la Chine. Ça fait un peu bizarre. Donc, voilà, dans ces cas-là, on peut très bien entendre des expressions du genre c'est la Bérésina. En mettre plein la vue. En mettre plein la vue, ça veut dire impressionner quelqu'un. Alors, ça peut être péjoratif comme amélioratif, comme positif. Ça peut être négatif comme positif. En mettre plein la vue, il a cherché à m'en mettre plein la vue. Il a cherché à m'épater, épater quelqu'un, impressionner, épater quelqu'un. Épater quelqu'un, c'est une certaine façon de vouloir le séduire, pas forcément sous l'angle de la séduction classique, mais ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être n'importe quoi. Donc en mettre plein la vue, ça peut aussi être complètement positif en disant je suis allé voir un tel ou une telle, j'ai discuté avec elle, elle m'en a mis plein la vue. Elle m'en a mis plein la vue, c'est-à-dire elle m'a vraiment impressionné, elle est brillante, elle est intéressante. En mettre plein la vue de quelqu'un, c'est l'impressionner. C'est négatif quand c'est trop évident que le projet c'est d'en mettre plein la vue. C'est-à-dire la forme est plus importante que le fond. Il n'y a pas vraiment de fond, il y a surtout une forme, c'est un kind of show-off. Okay. En prendre de la graine. Alors là, quand on est petit, quand on est enfant en France, que ce soit les grands-parents, les parents, on dit ah, tiens, prends-en de la graine. Prends-en de la graine, c'est prends exemple. La graine, c'est ce qu'on plante dans la terre et qui pousse. Donc prends-en de la graine, c'est inspire-toi de ce qu'il ou elle a fait et tu auras un bon exemple pour la suite. Vous savez comment c'est, quand on fait de brillantes études, on est montré en exemple, etc. Mais quand on est celui qui regarde l'exemple, on nous dit bah, vas-y, prends-en de la graine, fais comme lui au moins, ou elle au moins, prends-en de la graine. En prendre pour son grade. Son grade, c'est l'histoire des militaires, vous savez, qui ont des grades sur les épaules, sergent, caporal, etc. En prendre pour son grade, ça veut dire se faire engueuler. J'en ai pris pour mon grade, c'est se faire engueuler. Quand on est enfant, on dit se faire gronder. D'une manière, la formulation la plus littéraire, c'est être tensé. Se faire tenser. Ça, vous ne l'utiliserez jamais. Ça, vous n'êtes plus des enfants. Je me suis fait engueuler, ça passe, même dans un langage un peu soutenu. Je me suis fait disputer. Tout ça, c'est en prendre pour son grade. C'est-à-dire, ça a chauffé pour moi. J'ai fait une bêtise, une erreur. J'ai vu mon chef. J'en ai pris pour mon grade. J'en ai pris pour mon grade, ça veut dire que je me suis vraiment fait engueuler. En toucher un mot ou en toucher deux mots à quelqu'un. Elle est chiante cette table. Hein.
arrête de grincer comme ça. En toucher un mot ou en toucher deux mots à quelqu'un, c'est-à-dire, est-ce que tu pourrais, quand tu verras machin ou machine, est-ce que tu pourrais lui dire que, est-ce que tu pourrais lui en toucher un mot? Ok, ok, je vais faire ça. Ok, je vais faire ça. En toucher un mot, c'est évoquer un sujet, c'est-à-dire sans, j'en ai parlé hier soir dans lecture et compréhension, sans s'apesantir, c'est-à-dire sans forcément que ce soit très long, c'est pas forcément un discours, c'est pas forcément un exposé, c'est en toucher un mot ou deux, en parler, juste évoquer le sujet à quelqu'un. Ça peut être utile, ça peut faire avancer un dossier, ça peut, s'il te plaît, tu peux lui en toucher un mot? Ok, je vais lui en toucher un mot. Être à l'ouest. Alors, c'est marrant de dire ça à des Chinois qui sont donc de l'Est. Être à l'ouest, ça veut dire ça va pas, t'es complètement à l'ouest, mon pauvre garçon. Être à l'ouest, je sais pas d'où vient cette expression, mais ça veut dire tu n'es plus dans la réalité, tu n'es pas dans la vraie vie, là t'es complètement à l'ouest, non mais ça va pas la tête. Quelqu'un vous dit, moi j'habite à 20 km de Paris, si quelqu'un me dit, bon ben moi je vais aller travailler à pied, ça va pas, t'es complètement à l'ouest, tu vas faire 20 km à pied. C'est complètement à l'ouest. Être à l'ouest, ça veut dire, voilà, t'es pas dans la vraie vie, t'es dans tes idées, on ne sait pas à quoi tu penses, mais en tous les cas, ça ne correspond pas à une réalité. Être à côté de la plaque. Alors là, on est un petit peu dans le même registre. Quelqu'un qui est à côté de la plaque, c'est quelqu'un qui ne comprend pas bien de quoi il est question. Par exemple, oui, tel prof, j'ai une idée comme ça qui me vient, tel prof, il m'a dit que c'est parce qu'il m'aime pas. L'autre étudiant lui dit, mais t'es complètement à côté de la plaque, il s'en fout de toi. C'est pas qu'il t'aime pas, qu'il t'aime bien, c'est que simplement, voilà, c'est pas bon, c'est tout. Être à côté de la plaque, c'est se tromper. Tu te trompes, tu es complètement à côté de la plaque. Mais pas se tromper sur quelque chose de factuel. Si vous faites 2 plus 2 égale 5, on ne vous dira pas tu es à côté de la plaque. On vous dira tu t'es trompé. Tu as fait une erreur, tu t'es gouré, etc. Être à côté de la plaque, c'est se tromper sur quelque chose de l'ordre du ressenti. Je crois que non, 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 tu es complètement à côté de la plaque, c'est pas ça. Ok? Être à côté de la plaque. Être bien ou mal luné, eh bien c'est, voilà, si le soleil est notre papa, la lune est notre maman. Être bien ou mal luné, c'est être de bonne ou de mauvaise humeur. Je suis bien luné, la lune, j'ai une réception positive de la lune, même si on n'y pense pas quand on le dit. C'est être de bonne humeur, être mal luné, c'est être de mauvaise humeur. Ceci étant dit, il y a peut-être une réalité si on pense que la lune déplace les océans, est responsable des marées, donc fait bouger des masses d'eau importantes et qu'on considère que l'homme est composé à 70% d'eau. Donc peut-être que, à vous de voir. Être au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau, c'est je suis crevé, je suis naze, je suis mort. Il faut que je dorme. Je suis au bout du rouleau. Je suis crevé. Crevé, comme fatigué, très fatigué. Je suis épuisé. Évidemment, les filles vont rajouter un E. Je suis au bout du rouleau, je suis crevé, je suis épuisé. Ça, c'est pour la dimension physique. Ça pourrait aussi être une dimension matérielle par rapport à un businessman ou par rapport à un entrepreneur, quelqu'un qui aurait tout perdu. Je suis au bout du rouleau, c'est-à-dire quelqu'un qui jouerait à la bourse, par exemple, qui jouerait ses économies et qui perdrait ses économies, ben, il est au bout du rouleau, il est foutu. Alors, page 3. Là, on retourne dans la Lune.
Sauf que là, être dans la Lune, on en a déjà parlé, ben, on est en cours, et d'un seul coup, je dis, ouais, je sais pas, au hasard, hey, June, quoi, oh, elle était dans la Lune. Voilà. Être dans la Lune, c'est ne pas être là, c'est rêvasser, c'est penser à autre chose. La cerise sur le gâteau, the cherry on the cake. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est la touche finale, c'est ce qu'on met à la fin pour que toute l'œuvre soit magnifique, soit jolie. La cerise sur le gâteau, c'est le point final de quelque chose. Ça peut être utilisé d'une manière un peu péjorative, un peu ironique. C'est-à-dire, il vous arrive des choses compliquées, difficiles, c'est la grève des trains, vous rentrez chez vous, vous avez enfin réussi à avoir un métro, un train, vous arrivez à la gare, ouais, super, je suis plus qu'à 10 minutes de chez moi, et bam, il pleut. Il pleut, vous n'avez pas de parapluie, c'est la cerise sur le gâteau. Cherry on the cake, the rain is coming. It's raining, cats and dogs. Alors, la corde au cou. La corde au cou, je crois qu'il y a la même expression en chinois, c'est quand on va être pendu. Et ça veut dire qu'on va se marier. Et oui, se passer la corde au cou, ça veut dire se marier, ça veut dire signer un contrat. Donc, il y a une assimilation entre le mariage et la pendaison et la condamnation à mort pour l'éternité. La politique de l'autruche. Alors, une autruche, vous savez ce que c'est une autruche? Ce sont ces animaux australiens, des volatiles qui ne volent pas, mais qui courent très vite, avec un long cou, et elles ont une particularité, elles s'enfoncent la tête dans le sable, jusque-là. Et donc faire la politique de l'autruche, ça veut dire faire comme s'il ne se passait rien. On continue comme ça. Il y a un problème, mais je ne veux pas le voir. Je fais la politique de l'autruche, plutôt que de régler le problème, je m'enfonce la tête dans le sable. Quand on dit faire la politique de l'autruche, ça c'est absolument péjoratif, absolument négatif, c'est ne pas vouloir affronter la réalité, ne pas vouloir assumer ses responsabilités. Donc, la politique de l'autruche, c'est pas bien. Les doigts dans le nez, je vous en ai parlé tout à l'heure, finger in the nose, quelque chose qu'on peut faire en dormant, quelque chose de très facile. Je vais faire ça, les doigts dans le nez, aucun problème, Mewanti. L'erreur est humaine. Alors l'erreur est humaine, on utilise souvent l'expression latine. Pas peut-être pour faire savant, mais d'ailleurs je vais peut-être faire des fautes, mais on dit errare humanum est. Alors ça veut dire, typiquement, l'erreur est humaine. Le problème de l'expression de l'erreur est humaine, c'est que une fois traduite en français, on n'en garde que la première moitié. Alors que l'expression complète en latin, c'est errare humanum est, perseverare diabolicum. C'est-à-dire que l'erreur est humaine. Oui, d'accord, certes. Mais persévérer, c'est-à-dire reproduire cette erreur, ça, c'est diabolique, c'est l'œuvre du diable. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire une erreur, mais on n'a pas le droit de la répéter indéfiniment. Or, quand on dit l'erreur est humaine, on a tendance à excuser définitivement. Bon, bah, l'erreur est humaine, voilà, c'est pas grave. Mais il faut quand même préciser que, ok, l'erreur est humaine, mais ne la reproduis pas, ne recommence pas. Sinon, c'est diabolique. Sinon, c'est l'œuvre du diable. Alors, l'arbre qui cache la forêt. En chinois, c'est la feuille qui cache l'arbre. Mais je ne me souviens plus comment on dit. Donc, l'arbre qui cache la forêt, c'est quelque chose qui cache une réalité plus grande. Donc, on regarde l'arbre, mais on ne s'occupe pas de la forêt qu'il y a derrière. On peut très bien vous montrer un très joli arbre et ne pas vous montrer une forêt entièrement polluée. Donc l'arbre qui cache la forêt, c'est
quelque chose qui cache une réalité plus grande. L'habit ne fait pas le moine. Un moine, monk, un religieux comme ça. Bon, c'est pas parce que vous allez mettre une tenue de religieux que vous allez devenir religieux. C'est pas parce que vous avez un costume Armani, je ne sais pas combien d'euros, que vous êtes quelqu'un de respectable. C'est pas parce que vous avez les mêmes chaussures que Usain Bolt que vous courez le 100 mètres en moins de 9 secondes, etc., etc. L'habit ne fait pas le moine. Se méfier des apparences. N'avoir pas froid aux yeux ou ne pas avoir froid aux yeux, c'est quelqu'un qui a de l'audace, quelqu'un qui ose, oser avoir de l'audace. Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Quelqu'un qui n'hésite pas, qui y va, qui fonce, qui n'a pas peur. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si vous voulez obtenir quelque chose, si vous voulez obtenir un résultat, il y aura peut-être des sacrifices à faire, peut-être des choses qui seront peut-être un peu désagréables, mais au bout du compte, vous aurez ce que vous voulez. Vous voulez manger une omelette? Il faut casser les œufs. Vous voulez... c'est la période. Vous voulez faire de beaux cadeaux de Noël ou d'anniversaire à vos proches, il va falloir prendre dans vos économies. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut payer le prix de ce que l'on veut obtenir. Pour une bouchée de pain, pour vraiment pas cher. Une bouchée de pain, c'est l'unité de mesure de ce qui n'est pas cher. Donc pour une bouchée de pain, je l'ai payé quasiment rien. Quand les poules auront des dents, elle est rigolote celle-là. Quand les poules auront des dents, ça veut dire jamais. Quand est-ce que tu vas faire ça ou ça? Quand les poules auront des dents. Quand est-ce que tu vas mettre une cravate? Quand les poules auront des dents. C'est-à-dire jamais. Parce que les poules n'auront jamais de dents. Se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Jupiter, c'est un dieu, c'est le patron des dieux. Zeus en grec, c'est le dieu des dieux. Et quand on dit de quelqu'un qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter, c'est quelqu'un qui pense qu'il est quasiment divin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est le summum de la prétention, le maximum de la prétention. Il se croit sorti de la cuisse de Jupiter, il croit qu'il a tout compris, qu'il est Dieu en personne. Se serrer la ceinture, c'est pourquoi? C'est parce qu'on mange moins, donc on maigrit, donc il va falloir serrer la ceinture. Donc l'expression se comprend d'elle-même. Se serrer la ceinture, ça veut dire faire des économies, ça veut dire se rationner, ça veut dire dépenser le moins possible à tout point de vue. Se noyer dans un verre d'eau. Bon, on voit un verre d'eau, ça, je vais en profiter d'ailleurs. Si quelqu'un se noie là-dedans, c'est quand même peu probable, mais on comprend l'expression, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va confronté à une toute petite difficulté, c'est « Ah, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, c'est trop difficile pour moi ». Se noyer dans un verre d'eau, c'est renoncer à faire quelque chose alors que c'est rien du tout, et on en fait quelque chose d'extrêmement difficile. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir. C'est quelqu'un qui se noie dans un verre d'eau. On demande quelque chose de très facile à quelqu'un, il ne peut pas le faire parce qu'il estime que c'est trop difficile. Cela coule et douce. Cela coule et douce, ça veut dire presque être en vacances. Je me la coule douce, c'est-à-dire je ne fais pas grand-chose, je me repose, je me promène, je fais la sieste, c'est les vacances. Je me la coule douce, ou il se la coule douce. Ça va, c'est tranquille pour lui, il ne fait pas trop d'efforts, il se la coule douce. Sans laver les mains. Sans laver les mains, c'est encore une expression qui vient de l'histoire religieuse, c'est quand Jésus, vous savez, le grand crucifié, quand Jésus a été condamné, le tribun, le général romain qui était là pour dire oui, on le tue, non, on ne le tue pas, etc., a dit « je m'en lave les mains ». Il a demandé qu'on amène de l'eau et il s'est lavé les mains. Sans laver les mains, ça veut dire
None of my business. Je ne m'en occupe pas, c'est pas moi qui prendrai la décision, je m'en lave les mains, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, assumez les conséquences, prenez les décisions, moi je m'en lave les mains. Ça ne me regarde pas. Un bouc émissaire, et ben encore la Bible, mais là l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'une fois par an, on prenait un bouc, mari de la chèvre, et on le lâchait dans le désert, et il fallait que tout le monde court après pour l'attraper et le tuer. Le bouc émissaire, c'est celui qui sert, celui qu'on utilise pour évacuer toute la rage, toute la colère, toute la frustration que l'on a emmagasinée en soi, que le peuple, que la population a pris sur elle, et d'un seul coup, il faut un bouc émissaire. Alors, dans quelle situation on utilise un bouc émissaire aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. Dans tous les pays, dès qu'il y a un problème, le bouc émissaire, ce sont les étrangers. D'un seul coup, ce sont les étrangers qui sont la cause de tous les problèmes du pays. Ça, c'est typique de la politique du bouc émissaire, c'est-à-dire trouver un responsable, un faux responsable, trouver quelqu'un qui va servir de prétexte à ce qui ne va pas. Bon, on a presque fini. Un cordon bleu. Cordon bleu, ça concerne la cuisine. Un cordon bleu, c'est quelqu'un qui fait très bien à manger. Je pense que ça vient de la culture de la cuisine des chefs, c'est-à-dire quand on a ce cordon bleu autour de la toque. La toque, vous savez, c'est le chapeau de cuisine des chefs. La toque du chef. Eh peut-être s'il y a un cordon bleu autour, ça veut dire qu'on est un grand chef. Donc un cordon bleu, c'est quelqu'un qui fait très bien la cuisine. Un panier de crabes. Alors, les crabes, vous voyez ce que c'est? C'est très populaire en Chine, très apprécié à table. Eh bien, quand on a un panier de crabes, en gros, ils se pincent entre eux, ils s'entre-dévorent, ils se battent immédiatement. Donc, quand on dit qu'on est dans un panier de crabes, ça peut être souvent ce qu'on entend dans les entreprises, pour l'ambiance dans une entreprise, c'est des gens qui ne sont pas bien ensemble, l'ambiance est mauvaise, c'est un panier de crabes, tout le monde essaye de prendre la place de l'autre, c'est très nocif, très négatif, très mauvais. Être dans un panier de crabes, ça veut dire que ce sont des gens qui ne s'entendent pas et qui se font des saloperies les uns les autres pour essayer d'obtenir quelque chose. Un homme averti en vaut deux. Alors, je pense que ça s'explique de soi-même. Quelqu'un qui ne sait rien, ben, il a des chances de se faire avoir. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui est averti, qui est informé, ben forcément, il a la valeur de deux personnes qui ne savent rien. Une Madeleine de Proust. Alors, Marcel Proust, qui est peut-être avec Victor Hugo, l'écrivain le plus célèbre, pour avoir écrit une somme, un ensemble de romans qui sont intitulés À la recherche du temps perdu, qui est un titre magnifique. À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust. Et bien, dans l'un de ses livres, il y a un petit garçon qui tient la main de sa tata, de sa tante, et qui passe devant une boulangerie. Et l'odeur, puis la vue d'une madeleine. La madeleine, c'est un petit gâteau que je qualifierais de brioché, mais peut-être je dis une bêtise, ce n'est peut-être pas brioché, c'est au beurre. Une madeleine, en voyant cette madeleine, ou en sentant cette madeleine, tout à coup, lui reviennent à l'esprit, en mémoire, énormément d'émotions liées à son enfance, encore plus jeune, liées à des souvenirs, à des émotions, à des gens, etc. Donc quand on dit une Madeleine de Proust, c'est une Madeleine, même, on n'a même plus besoin de citer Proust, c'est une Madeleine, c'est un souvenir émouvant. C'est le souvenir d'une émotion, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on sent, qu'on entend, d'un seul coup nous ramène
à quelque chose d'émouvant, c'est une madeleine. Et c'est lié à Proust. Une main de fer dans un gant de velours. On a beaucoup dit ça à propos de Margaret Thatcher dans les années 80. C'était une première ministre anglaise assez terrifiante. Et quand on dit une main de fer dans un gant de velours, c'est qu'en apparence, les manières, la façon de faire, c'est assez doux. Mais sous cette douceur, il y a la plus grande intransigeance. Intransigeance, c'est-à-dire je ne transige pas. Je ne transige pas. Pas de transgression, je ne négocie pas. Pas de négociation. Oh bah on a presque fini. Il n'y a pas photo. Bon bah là c'est une expression beaucoup plus moderne. Il n'y a pas photo, c'est-à-dire il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de discussion possible. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il n'y a pas photo, c'est net, c'est très net, pas de discussion. Et enfin, tout un petit passage concernant les animaux. Avoir un chat dans la gorge, ben ça m'arrive souvent en course. On s'étrangle, on ne peut plus parler, on n'a plus de voix. C'est avoir un chat dans la gorge. On imagine que si on avait un chat, ce serait un peu compliqué. Avoir un caractère de chien, c'est avoir mauvais caractère. Ce qui n'est pas sympa pour les chiens, parce que c'est rare les chiens qui ont mauvais caractère, somme toute. Manger comme un cochon, c'est manger salement. N'importe quoi qui concerne les cochons, c'est sale. Marcher en crabe, bah, c'est marcher sur le côté, comme ça. Marcher en crabe, sur le côté. Pas d'avant en arrière, sur le côté. Avoir une mémoire d'éléphant, bah, on voit la taille de l'éléphant, donc on imagine bien que la mémoire est énorme. Un éléphant vit très vieux, il a une énorme mémoire. Avoir une faim de loup, on revient tout à l'heure avec avoir les dents longues. Une faim de loup, c'est quelqu'un qui... Un loup semble toujours affamé, avoir toujours faim. Donc quand on dit wow, « j'ai une faim de loup », c'est « j'ai très faim ». Être têtu comme une mule. Une mule, c'est comme un âne. Donkey. Okay. Une mule, c'est un croisement entre le cheval et l'âne. Une mule. Têtu comme une mule, c'est-à-dire une mule qui décide de ne pas avancer, elle n'avancera pas. Têtu, stubborn. Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Si elle a décidé, elle ne changera pas d'avis. Avoir la chair de poule, c'est quand on a froid ou qu'on a un frisson et que d'un seul coup on a les poils qui se dressent là et la peau qui devient un peu comme celle d'une poule. Excité comme une puce, flea, les petites puces qui sautent dans tous les sens. Donc excité comme une puce, on dit plutôt ça pour les enfants que pour les adultes, c'est-à-dire un gamin, un gosse, un enfant, un marmot, qui saute dans tous les sens, fille ou garçon, qui est très excité, qui est très content parce qu'il neige, parce que c'est Noël, etc. Il est excité comme une puce, il saute dans tous les sens. Voilà. C'est tout pour cette expression, ces expressions françaises. Je vous ferai peut-être un suivi avec les expressions latines. Les expressions latines qu'on utilise tout le temps en langue française, même y compris dans la presse, y compris dans toutes sortes de domaines. On ne sait pas comment la situation va évoluer, je ne sais pas comment on va se revoir, comment on va fonctionner pour les examens, etc. Donc on avance comme ça, petit à petit, pas à pas, on essaye de s'adapter et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption complète de l'apprentissage du français pour ne pas que vous vous retrouviez dans une situation aussi difficile que la nôtre. Voilà, eh bien écoutez, à très bientôt. J'essaye aussi de préparer un cours de culture média pour jeudi. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire, ça me semble un peu compliqué. On va voir comment ça se passe. Travaillez bien, bon courage et à très